Les Liens troublés est un balado d'aide aux proches offert en collaboration avec ANEB et grâce au soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour les proches aidants. ANEB est un organisme provincial à but non lucratif qui a pour mission première de garantir une aide spécialisée, immédiate et gratuite aux personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire ainsi que leurs proches, et ce, depuis plus de 35 ans. Bonjour, je m'appelle Sophie Azito et je suis l'animatrice du balado Les Liens troublés. En compagnie de Josée Champagne, la directrice générale d'ANEB, tout au long de la série, nous allons à la rencontre de spécialistes des troubles du comportement alimentaire. Nous allons également recueillir des témoignages et ils partageront des outils dans le but premier d'aider les proches. C'est en comprenant mieux la maladie et ses enjeux que les proches seront capables de soutenir la personne qui est atteinte d'un trouble alimentaire et réunir les conditions favorables à sa guérison. Concernant les troubles de l'alimentation, l'aide spécialisée est rare et pas facile d'accès. C'est de là l'importance pour les proches d'être bien renseignés et de comprendre la maladie et ce qui l'entoure. Parce que souvent, les proches deviennent défenseurs d'une personne qui est malade et vulnérable. On nous pose souvent la question, est-ce que c'est possible de se rétablir d'un trouble du comportement alimentaire? Combien de temps ça prend? C'est quoi le cheminement type pour se sortir d'un TA? On vous répond oui, c'est possible de se sortir d'un trouble alimentaire. Mais il n'y a pas de cheminement type et il n'y a pas de recette magique. Il y a autant de cheminements qui existent que de personnes qui souffrent de la maladie. Pour en discuter, nous avons invité Josée Saravo, qui a plus de 20 ans d'expérience auprès des personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire et leur famille. Josée est travailleuse sociale et psychothérapeute, membre de l'Ordre des psychologues du Québec. Elle a débuté sa carrière au CHU Sainte-Justine en médecine de l'adolescence, puis en psychiatrie auprès d'adolescents et adolescentes qui souffrent d'un trouble alimentaire. Josée Saravo travaille présentement au Continuum des troubles alimentaires de l'Institut en santé mentale Douglas et au bureau privé à la Clinique des troubles alimentaires de la Rive-Sud. Bonjour, Josée Champagne. Bonjour, Josée Saravo. Bonjour. Je vais vous nommer beaucoup avec vos noms de famille aujourd'hui parce qu'on est en compagnie de deux Josée. Avant, on va parler des étapes peut-être de la maladie et du rétablissement parce qu'on sait que dans les troubles alimentaires, on peut vraiment parler d'étapes. Puis peut-être que une des plus confrontantes, c'est peut-être la première étape, c'est celle du déni. Josée, Josée Champagne, je te vois opiner. Oui. Je te laisse commencer. Oui, c'est très, très difficile pour les proches. Souvent, quand les proches vont appeler ANEB ou dans les groupes de soutien, c'est souvent ça qui ressort. Moi, j'observe que mon enfant ou mon proche va pas bien. Quand j'en parle, elle minimise le problème ou il minimise le problème, reconnaît pas qu'il y a un problème, le nie. Alors, c'est très, très, très difficile. Ça peut générer beaucoup, beaucoup de sentiments d'impuissance chez les proches, la colère. Donc, c'est incompréhensible souvent pour les proches de comprendre qu'est-ce qui se passe. Oui, parce que la personne, des fois, est très malade. Puis tu te dis que c'est impossible qu'elle ne reconnaisse pas qu'il y a un problème elle est rendue loin là, dans sa maladie. Donc, c'est vrai, il n'y a rien à comprendre, c'est confrontant. Toi, Josée Saravo, par rapport à ce que Josée Champagne vient de dire, la phase de déni, qu'est-ce que tu remarques quand les proches arrivent avec toi? Bien, je remarque surtout qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils sont perdus. Ils sont à cette étape-là où ils remarquent que leur adolescente ou leur proche adulte, finalement, est dans des comportements qui, comme je disais, dépassent le simple régime. On est rendu dans des comportements excessifs. La perte de poids est marquée et la personne nie ça. Elle est toujours en train de dire qu'il n'y a pas de problème. Exactement. Elle dit, mes proches ne s'inquiètent pour rien, je ne vois pas que j'ai vraiment un problème. Donc, à ce moment-là, pour les proches, c'est vraiment de trouver, comment je vais faire pour aider. Parce que j'essaie d'en parler, puis la personne dit, t'exagères, j'ai pas vraiment un problème. C'est toi le problème. C'est toi le problème. On ne dit pas assez comment problème, ça peut être frustrant. Comme tu l'as dit tantôt, Josée Champagne, la colère, la frustration, la tristesse aussi, puis l'impuissance. De dire, voyons,
comme tu dis, tu viens de dire José Saravo, c'est parce que souvent, c'est rendu marqué là, quand on est rendu là, puis la personne est toujours en déni. Exact. Si on parle d'une adolescente, peut-être que on n'aura pas enfin, on n'a pas le choix comme parents d'intervenir à ce moment-là. Adulte, c'est un peu différent. Hein? On ne peut pas forcer, par exemple, la personne, à moins qu'elle soit en danger, à consulter. Mais si on est devant une adolescente, le contexte est un peu différent à ce moment-là. Parce que même dans une situation de déni, le parent a comme le devoir de... Mais qu'est-ce que tu suggérais dans ce cas-ci? Ça veut dire que là, on est face à on va prendre premièrement l'exemple de l'adolescente qui est en déni. Moi, comme parent, ma première étape, je le nomme, qu'est-ce que je fais? Bien, je le nomme, effectivement. Je donne ma préoccupation. Je suis devant le déni. L'adolescente ne reconnaît pas que c'est un problème. Non, mais je peux le nommer pareil. Je peux le nommer pareil. Puis ensuite, je peux inciter pour au moins consulter notre médecin de famille pour voir si effectivement, tu sais, ça peut être ça, l'approche qu'on aurait auprès de notre adolescente, c'est de dire, bien, peut-être qu'il n'y a pas de problème. J'entends ce que tu dis, mais j'aimerais quand même qu'on consulte. On peut-tu aller voir un spécialiste pour juste nous confirmer que tout est correct? Puis, OK. Tu sais, c'est pas d'invalider ce que la personne nous dit. Elle dit, j'ai pas de problème, tout va bien, tu te trompes. Tu sais, c'est pas d'avoir une approche invalidante puis de dire, t'as pas raison. De toute façon, avoir une discussion avec la partie du trouble alimentaire, parce que rendu là, la partie qui est en déni, c'est la maladie. On va discuter longtemps. Là. C'est pas quelqu'un qui est ouvert au dialogue. Je parle toujours de la maladie quand je dis quelqu'un. Là. Oui, tout à fait. Puis, José, est-ce qu'on pourrait dire aussi à la jeune, aux jeunes, tu me dis que tu vas pas bien, je te crois, OK, je t'entends, mais si dans le futur, je vois que il y a des choses qui se détériorent, bien là, c'est clair que là, je vais revenir à toi puis on va s'en reparler. Tout à fait. Je pense que l'idée, c'est de ne pas avoir une approche qui est nécessairement confrontante. Pas dans la confrontation. Mais pas non plus complaisante. C'est vrai. Hein? Je pense que c'est vraiment ça l'enjeu pour un parent dans une situation de déni, c'est trouver l'équilibre entre ça. Tu sais. Puis je dirais même, puis ça, c'est pas juste à l'étape du déni, mais dans toutes les étapes, c'est de savoir gérer notre inquiétude. Oui, ça revient souvent. Fait que c'est de là qu'il faut trouver un moment ou un espace en nous d'être capable d'avoir cette approche-là. Parce que si on va vers notre proche dans la colère, dans la frustration, ça va être très difficile d'avoir ce type de dialogue-là. Tout à fait. Puis est-ce que tu aurais cette même approche-là envers... parce qu'on a parlé de l'adolescente, mais si on parle d'une personne adulte... Enfin, même chose. Même chose, sauf que c'est un peu différent. Parce qu'évidemment, quand on est le parent d'une adolescente, on a l'autorité, on a une certaine autorité parentale, on a le devoir de veiller à la sécurité de notre enfant. Un adulte, bien, il y a une démarche peut-être un peu plus autonome, là. Donc, tu sais, il faut tenir compte de ça. Donc, oui, pas de confrontation, mais pas non plus de la complaisance. Il faut être capable d'entendre le point de vue, mais partager le nôtre aussi quand on est inquiet. Donc, on revient sur « je suis inquiète, je comprends que toi, tu dis qu'il n'y a pas de problème. Moi, j'observe peut-être des choses qui m'inquiètent, puis on les nomme. » Ça serait ce genre d'approche-là qui serait suggérée. Exact. Bon, donc, la première étape, on l'appelle le déni, elle peut aussi être référée à la pré-contemplation. Exact. Pourquoi on appelle ça pré-contemplation? Bien, je ne sais pas si tu l'as José Champagne. En fait, moi, je trouve ça intéressant de donner un peu un contexte théorique aux proches pour comprendre certains comportements. Donc, dans la pré-contemplation, il n'y en a pas de problème. La personne n'est pas en phase. Tu minimises ton problème, tu ne vois pas les enjeux. C'est justement là, il n'y en a pas de problème. Alors, puis ça l'aide justement les proches à comprendre, OK, bien, ça se nomme. Ils sont dans cette étape-là. Ils sont dans cette étape-là. Donc, qu'est-ce que moi, je peux faire quand ils sont là? Donc, j'ai peu de contrôle. Qu'est-ce que moi, je peux faire? Qu'est-ce que j'ai en contrôle moi-même? Donc, on peut aller chercher de l'aide, on peut aller s'informer, on peut appeler ANEB. Donc, tu sais, il y a des choses que nous, on peut faire en tant que proches quand la personne est là, puis est dans la déni. Contemplation, justement, est en déni. Puis aussi, peut-être que là, elle n'a pas encore les impacts. Elle voit encore juste le côté positif du trouble alimentaire parce qu'on le rappelle, la personne, au départ, le trouble alimentaire lui apporte quelque chose, même si pour un proche, c'est très, très difficile d'accepter ça. Alors, c'est j'imagine, dans la phase de déni, c'est qu'elle, elle ne veut que voir le beau côté du trouble alimentaire pour le moment. Absolument. Puis pour
que les proches comprennent aussi que durant cette période-là, la personne n'en a pas de motivation à changer. Donc, c'est bien de le dire, ça. Fait que ça nous gère nos attentes, ça gère puis nos l'énergie attentes, absolument. sans tomber dans la complaisance, comme tu le disais, José Sarravo, ça donne rien de commencer à pousser la personne à être pas motivée à ce stage-là. Oui, enfin, je nuancerais, c'est pas nécessairement de ne pas pousser, mais je pense qu'il faut toujours continuer à faire valoir notre point de vue sans que ce soit trop envahissant non plus, mais pas de comprendre que notre proche n'est pas rendu là. Il n'est pas dans la il n'y a pas de motivation à changer. Souvent, ce que je trouve, c'est que les proches, en fait, essaient de comprendre rationnellement les comportements. Puis les comportements du trouble alimentaire, ce ne sont pas rationnels. Des comportements rationnels. Donc, ils essaient de comprendre puis de convaincre l'autre avec du rationnel. Si on applique c'est comme tu essaies de faire rentrer le carré dans le cercle, là, puis tu pousses fort, mais c'est des formes qui... C'est une belle image, absolument. Donc, on rappelez ça. Après la phase de la pré-contemplation, il y a la phase de la contemplation. Oui. Donc, c'est quoi qui change entre les deux? Si on donne un exemple, par exemple, la personne n'est pas encore tout à fait motivée, mais commence à trouver qu'il peut y avoir... Son trouble alimentaire, lui, en demande beaucoup. Là. Oui. Par exemple, la personne peut se dire, finalement, ces pensées-là autour de l'alimentation, autour du poids, elles occupent beaucoup de place dans ma tête. Cette place-là que les pensées occupent m'empêche peut-être d'être concentrée à l'école, m'empêche peut-être d'avoir de l'énergie, me pousse à m'isoler. Ils commencent à réaliser ça à quelque part. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont prêts à changer, par contre, mais ils réalisent qu'il y a des conséquences négatives à ces comportements-là. Fait que c'est difficile de dire, on n'est pas encore tout à fait à dire est-ce que les bénéfices dépassent les inconvénients. Mais au moins, il y a on le quelque chose réalise, de on n'est plus plus en conscient. 100% déni. Là. On commence à réaliser qu'on n'en parlera peut-être pas à l'extérieur, mais eux, à l'intérieur de leur tête, ils voient que c'est pas juste du positif, le trouble alimentaire. Un début de cheminement. Il y a un début de cheminement. Il y a un début de prise de conscience. Un début de prise de conscience, bien dit. On passe après ça à l'étape de la préparation. Oui. On se prépare à quoi? Qu'est-ce qui se prépare? Oui. Bien, la préparation, on peut penser que la personne, là, commence à trouver qu'effectivement, les inconvénients ou les aspects plus négatifs de la maladie pèsent plus lourd. Puis là, on peut se sentir comme prête à peut-être en parler avec notre proche ou en parler avec notre entourage ou essayer de trouver une façon de répondre à nos problèmes. On n'est pas encore dans décider de passer à l'action, mais... OK, mais là, on essaye de trouver comment ça va fonctionner ou trouver un genre d'équilibre dans notre déséquilibre. On pourrait dire, enfin, de la façon qu'on pourrait y penser, c'est qu'on n'est pas encore tout à fait prête à changer, mais on se prépare à ça. OK, il y a une préparation là, mentalement de dire ça pourra pas, c'est pas vrai que je vais pouvoir continuer comme ça encore. Ou est-ce que... Ou est-ce que je veux continuer? Bien, est-ce que je veux? Parce que je ne suis pas encore certaine de vouloir, mais si je voulais, qu'est-ce que j'aurais besoin de faire? On se donne des scénarios. Ces étapes-là, j'allais dire les deux José, ces étapes-là, est-ce qu'il y a un temps, ça doit varier, hein, le temps, puis est-ce des fois, on passe d'une étape et on recule, on peut revenir à une en arrière? Je pense que ça, c'est un point super important. Absolument. Qui génère énormément, peut-être, d'impuissance chez les familles, c'est de comprendre cet aspect-là. C'est que c'est pas parce qu'on est passé du déni à la précontemplation, à la préparation, qu'on va pas retourner en arrière. Une personne pourrait être rendue en préparation par retourner en déni. Oui. Absolument. Parce qu'elle a trop peur. Parce qu'elle a trop peur. Parce qu'elle a vraiment trop peur, puis que les bénéfices surpassent les inconvénients pour l'instant. Donc, on peut retourner dans les étapes arrière et aussi le niveau de temps, ça peut aller très vite comme on peut rester dans une étape très longtemps. Fait qu'il faut, en tant que proche aussi, gérer beaucoup nos attentes par rapport à ça. Donc, on commence pas à célébrer puis sabrer le champagne parce que sont rendus en préparation. Puis ça a été vite, puis là, ils vont passer tout de suite à la prochaine étape. Mais en même temps, je pense que c'est important de reconnaître et de souligner le cheminement qui est fait. On ne célèbre pas nécessairement, mais on reconnaît
OK, c'est bon, Je ça, c'est pense un que bon ça, point c'est parce que important. ça veut dire que c'est sûr que si du cheminement, ça veut dire que la personne, elle ne stagne pas. Ça bouge, il y a quelque chose qui se passe. J'ajouterais à ça, tu sais, si on passe d'un état où on est très inconscient de quelque chose puis qu'on devient progressivement plus conscient, c'est difficile de retourner en arrière. C'est ça, même si, oui, Fait c'est que, vrai. tu sais, de retourner complètement dans le déni, c'est plus difficile. Donc, tu sais, le chemin qu'on a fait, on le fait. Même si on a des petits retours en arrière, il y a tout de même ce Une chemin-là, on le progression fait. qui Fait qu'il y a s'inscrit. une progression. Puis je pense que c'est important ce que Josée dit, c'est que il faut s'encourager avec ça comme proche, tu sais. S'encourager puis savoir doser les attentes. C'est-à-dire que savoir que c'est pas parce qu'on est pas parce qu'on a fait ce progrès-là que ça va aller en pente. Mais en même temps, de quand même... Mais dans les troubles alimentaires, c'est particulièrement vrai de célébrer toutes les petites victoires. Absolument. Je pense qu'on le fait en partie comme proche pour nous aussi. Il faut le faire pour nous parce que ça peut devenir décourageant. Puis, je pense, une des choses que je trouve qui est plus challengeante, qui est un défi vraiment comme proche, c'est que notre rythme n'est pas nécessairement celui de la personne qui souffre d'un trouble alimentaire. Très Et important. c'est ça d'accepter qu'on ne peut pas imposer notre rythme à notre proche. Bien, de célébrer ces petites victoires, ça peut nous aider aussi à reconnaître son rythme à elle. Et ça donne de l'espoir. Et ça donne de Ça, l'espoir. c'est tellement Et important. l'espoir, oui, il faut le cultiver dans... De part et d'autre, hein. Ça donne de l'espoir à la personne qui Oui. en souffre, puis ça donne de l'espoir à son entourage. Puis moi, je sais que quand j'avais commencé à accepter ces choses-là, puis à reconnaître auprès de ma fille les étapes qu'elle faisait, ça lui a toujours fait du bien. Elle m'a toujours dit merci. Merci de le reconnaître. Hey, j'ai remarqué aujourd'hui que tu as fait un ajout. Ou j'ai remarqué aujourd'hui que tu t'es challengé pour prendre cet aliment-là que je sais que c'est très difficile pour toi. Bien, le fait que je le remarquais, elle me disait toujours merci de le noter, merci de le remarquer. Donc, pour eux autres aussi, ça veut dire qu'ils sont vus, puis ça montre une forme de compréhension, je pense, des proches. Alors, moi, ça m'encourageait de continuer, ça m'encourage à continuer de le faire. Mais, oui, c'est ça. Donc, on célèbre et on nourrit les petites victoires. Après l'étape de la préparation, il y a celle de l'action. Donc, j'imagine que ça veut dire que notre proche il est prêt à commencer à prendre des actions. Oui. Puis c'est bien dit, il est prêt à commencer. il est prêt à commencer. Ça veut dire que, bon, par exemple, si on est un adolescent, on est peut-être prêt à commencer à essayer de compléter les assiettes que nous propose notre parent. Okay. Si on est une adulte, on est peut-être prêt à commencer à recevoir ou à accepter le soutien de notre conjoint pour préparer les repas ou à diminuer un peu l'exercice. Donc, on se sent prêt à commencer ces étapes-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence, on ressent énormément d'anxiété, de stress, d'inconfort, de perte de contrôle. Donc, pour n'importe qui, on pourrait dire passer à l'action, on y va, ça y est, on est en route, puis on avance. C'est un peu différent. Pour une personne qui souffre d'un trouble alimentaire, ça se peut qu'une fois qu'elle se mette dans l'action, l'anxiété est tellement grande qu'elle mette les pieds sur les freins. Absolument. Exactement. Ça prend énormément d'énergie puis d'investissement, cette phase-là. Comme tu dis, Josée, à cause de tout ce qui remonte, ce que la personne vit, les émotions, l'anxiété, c'est à ne pas minimiser. Là, Mais je pense que ça vaut la peine. Oui, excuse-moi. Oui. Non, mais cette étape-là, ce que ça demande auprès de la personne. Oui, il faut le nommer. Puis en sachant que les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire, souvent, il y a beaucoup, beaucoup d'anxiété qui est rattachée à tout ça. C'est que cette anxiété-là, c'est ça qui va aussi faire que ça peut être un frein. Elles veulent le faire, mais c'est tellement anxiogène puis c'est tellement souffrant que c'est ça qui va faire que, moi, je suis pas prête tout de suite. Parce que le trouble alimentaire, pendant qu'ils l'ont, ça aide à anesthésier un peu tes sentiments. Je comprends. Alors, quand tu commences à faire des choses, ça se peut que des actions pour aller mieux, ça se peut que tu ressentes aussi des émotions qui viennent à la surface. C'est sûr. Puis ça, je suis comme, je sais pas quoi faire avec. Fait qu'imagine si la fonction de ton trouble alimentaire, c'est justement de geler tes émotions. Oui. Puis là, soudainement, tu commences à les ressentir. Tu veux remettre la soupape dessus parce que tu sais pas quoi faire. C'est très difficile, là. Oui. Ça peut être un moment... Tu sais, je pense qu'on peut être dans la phase de l'action, puis encore à la fois...
je pense qu'on peut être beaucoup dans l'ambivalence dans Oui. cette période-là. Ambivalence. Puis je pense que ça, c'est super important parce que on peut se sentir comme parent, ben ça y est, elle mange, c'est merveilleux, mais il y a de l'ambivalence. Fait que peut-être je mange bien une journée ou je diminue mon exercice une journée, mais la journée d'après, je me sens... Je me sens tellement coupable de l'avoir fait que Ouais. je redouble mon exercice ou je vais couper, je vais moins manger. Exactement. La période, le mot ambivalence, ça revient souvent quand on parle de troubles alimentaires. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui est très présent, surtout dans les phases de rétablissement. Donc, toi, est-ce que c'est ambivalence, on peut le voir, c'est surtout dans la phase de l'action qu'on va retrouver cette ambivalence-là? Ben, tu sais, certainement qu'on le trouve moins dans la phase du déni. Oui, là, ça, il y a une chose, c'est le déni. Oui. Ouais. Puis peut-être moins dans la précontemplation, puisqu'on est un peu moins investi dans, tu sais, à amener des changements. Puis encore une fois, peut-être j'aurais désir de différencier si on est un adolescente ou si on est un adulte, parce que peut-être les traitements vont être différents, mais peut-être qu'on va en Ben parler. oui, mais on pourrait en parler maintenant. Ben, en fait, tu sais, si on est une adolescente, on va privilégier une approche peut-être plus familiale. Donc, une approche, tu sais, qu'on appelle, on va privilégier une approche familiale qu'on nomme FBT, donc le Family-Based Treatment, Oui. où on va investir le parent du rôle de nourrir son enfant, l'aider à normaliser son alimentation, son poids. Et à ce moment-là, ça se peut qu'on soit dans une phase de précontemplation, mais qu'on soit... Mais que l'enfant n'a pas le choix d'être à l'action parce que c'est pas lui qui a le contrôle, c'est le parent qui reprend le contrôle. Exactement. Donc, c'est sûr que là, à ce moment-là, on pourrait dire qu'il y aurait de l'ambivalence à ce moment-là pour l'adolescente, puisqu'il y a encore peu de motivation. En fait, la motivation est extérieure, elle n'est pas intrinsèque. Donc, l'ambivalence, moi, je dirais qu'elle est dans tous les stades du changement, peut-être moins dans celle de la précontemplation. Puis la différence avec aux adultes, c'est que vu qu'il y a moins, on n'a pas comme la thérapie familiale qui peut venir bouger, mais là, c'est là qu'on voit que les étapes peut-être vont aller plus une après l'autre. C'est ce que j'entends. Enfin, oui, puis peut-être... comme on traite, par exemple, aux adultes, là où je suis à l'hôpital Douglas, des très jeunes adultes jusqu'à des adultes plus âgés, ben on va voir des fois des très jeunes adultes qui vont dire, ben moi, je suis ici pour mes parents. En fait, je suis ici pour rassurer mes parents. Fait que c'est pas encore tout à fait intrinsèque. Hein? C'est encore... c'est encore un peu pour l'extérieur, mais on saisit toutes les occasions de les aider, puis de les traiter, puis de voir avec eux à travailler sur le trouble alimentaire. Donc, je dirais que c'est un peu différent. C'est sûr qu'à l'âge adulte, c'est différent. On va adresser le trouble alimentaire en faisant appel davantage à l'autonomie. Oui, parce que là, oui, il faut que ça vienne d'eux parce que tu peux pas nécessairement remettre le contrôle. La personne peut revenir chez elle, puis elle ne peut pas s'en remettre à quelqu'un d'autre toujours pour dire qu'il va préparer ses repas. Il faut qu'elle soit capable de le faire. Non, mais ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas pour autant besoin de nos proches. Puis ça, je trouve ça super important de le rappeler parce que, tu sais, peut-être que des fois, rendus adultes, ça fait longtemps qu'on est dans la maladie ou enfin, peut-être c'est de survenue récente, mais on a encore besoin de nos proches. Mais différemment, c'est sûr. Mais on en a encore de besoin. On demeure vulnérable, on demeure une personne qui est malade. Donc, le soutien des proches est nécessaire. C'est bon que tu le rappelles, peu importe l'âge de la personne. Après l'action, malheureusement, il y a une étape que... Moi, je dis malheureusement en tant que proche, mais je comprends que ça fait partie du cheminement, mais c'est la rechute. Il faut s'attendre que ça fasse partie du cheminement. Ouais. Ça aussi, comme proche, c'est difficile à accepter au départ, mais je pense que quand on le sait, en étant préparé, on l'accepte mieux. Oui. Tu l'as très bien dit, la rechute fait partie du processus. C'est quelque chose qui va arriver. Ça arrive pourquoi? Ben, ça arrive souvent parce que finalement, on vit une situation stressante, on vit un événement, puis on refait appel à ces comportements-là pour nous aider à nouveau avec des difficultés qu'on a dans notre vie. Fait que ça arrive, c'est vrai que ça peut être décourageant, mais c'est pas un signe que finalement tout va mal puis qu'on s'en sortira jamais. Ça peut nous arriver même de multiples fois. La maladie peut durer plusieurs années, malgré tout. On peut s'en sortir. Je suis entièrement d'accord. Je pense, ça ne veut pas dire qu'on repart à zéro. Je pense que des fois, il y a cette impression-là qu'on a rejeté. Ça veut dire que tout le cheminement qu'on a fait, c'est à recommencer
à chaque Non. fois la personne. Non, puis je pense qu'il y a beaucoup à apprendre dans des rechutes. Mhm. Je pense qu'il y a il y a des choses qui peuvent arriver qui vont faire comme, OK, ça peut être un drapeau rouge pour moi, pour le futur. Je dois être vigilant, je dois être vigilante. Ça me met en danger. Il faut que je fasse Exactement. attention de peut-être plus m'écouter. Puis, ou telle situation, je sais que ça me cause beaucoup de stress, puis ça me met à risque. Donc, je vais essayer de mieux me protéger par rapport à ça. Donc, Exactement. utiliser les rechutes comme peut-être pour qu'est-ce que ça nous apprend. Mhm. OK. Ça, c'est une bonne manière de le recadrer dans quelque chose de positif aussi. C'est sûr qu'on se fait toujours dire que à chaque fois que la personne est toujours en train d'apprendre, même si des fois elle fait des pas par en arrière, des fois c'est pour mieux avancer. Fait que Absolument. la personne est en train quand même de s'outiller. Mhm. Et finalement, la dernière étape qui est identifiée, c'est le maintien. Mhm. J'imagine que ça, c'est la personne quand elle est capable de ne pas rechuter ou de se garder là, en santé, loin du trouble alimentaire. Oui, absolument. Bon, j'avais peut-être un petit peu plus de difficulté avec le maintien parce que je me disais, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Tu sais, enfin, ce que je dirais, c'est que à partir du moment où on se dit, ben c'est-tu la période où la personne, finalement, a des comportements alimentaires ajustés, s'alimente normalement, peut-être a revu ses comportements aussi de compensation, tout ça. Est-ce que la personne tout va bien, tout est réglé? Souvent, ce qui revient dans la discussion avec les personnes que je côtoie, c'est à partir de ce moment-là, j'ai quand même des choses qui vont pas bien dans ma vie, mais c'est juste que plus personne s'en rend compte. T'sais. Alors, je pense que c'est important de dire aux proches que c'est pas parce qu'on mange ou qu'on fait moins d'exercice que là, tout va bien. Puis, la personne a besoin de trouver des mots pour dire que ça va pas bien. C'est vrai, ça. Puis surtout, si ça fait des années qu'elle vit avec le trouble alimentaire. Ouais. Le trouble alimentaire, c'est difficile de l'ignorer. Tu as de l'attention, des proches. Alors, d'être capable, tu peux tomber du fait que les proches... C'est facile, surtout, des fois, c'est même visible selon si la personne est amaigrie, alors qu'on sait qu'elle peut sembler en santé d'un nouveau poids, mais pas du tout. De pas bien aller. Ce que tu dis, dans le fond, c'est aussi la personne doit apprendre à être capable de dire « je ne vais pas bien », pas obligé de crier la souffrance nécessairement en se tournant vers le trouble alimentaire qui, lui, crie très fort. Puis les proches aussi, d'être capable de reconnaître que la personne, même si elle n'a plus ces mécanismes-là, ça se peut qu'il y ait des choses qui n'aillent pas bien. Exact. Donc, ça revient à un dialogue. Mais comme proche, qu'est-ce qu'on peut faire dans un cas comme ça? Juste toujours s'enquérir auprès de la personne de dire comment ça va. Qu'est-ce que vous recommanderiez? Bien, oui, tout à fait. Puis c'est parce que c'est différent d'une personne à l'autre. Puis je pense que tu as vraiment bien exposé ça. Hein. C'est peut-être que le trouble alimentaire, il nous sert de... Enfin, il nous sert d'avoir cette... j'essaie de bien dire, en fait. C'est comme si le trouble alimentaire, il parlait pour nous. Oui. Il parlait pour nous bien souvent, tu sais. Puis les gens se rendent compte que ça va pas, puis que finalement, on n'est pas bien. Alors, quand on se met à manger, que notre poids se normalise, tout ça, bien, il faut que l'entourage continue. Tu sais, je pense à s'enquérir de son proche, puis de voir comment ils peuvent continuer à l'aider. Mais c'est propre à chaque personne. Tu sais, je pense qu'il faut le demander. Qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? Ça, c'est comment bien. vas-tu? Toi, comment aimerais-tu être aidé? Tu sais, plutôt que de supposer ou... Parce qu'on pourrait donner plein d'exemples, mais finalement, pour chaque personne, c'est très différent, un peu comme dans ton intro où tu disais il y a autant les chemins, de chemins que de différents personnes. Donc, et c'est aussi vrai pour comment on veut être aidé. Puis des fois, les personnes ne savent pas ce qui leur ferait du bien. Tu sais. Puis ça aussi, c'est une chose auquel il faut s'adapter, c'est de voir que... Ils peuvent te répondre « je le sais pas ». Je le sais mais pas. à la rigueur, au moins dire « mais j'apprécie que tu me le demandes ». J'imagine que ça fait toujours plaisir de voir que quelqu'un qu'on aime, on est de la sollicitude envers nous. Non. Tout à fait. J'imagine que ça, au moins, au pire, elle dit « je sais pas, mais merci de me le demander ». J'ai l'impression que... En même temps, c'est toutes des choses qui nous aident à garder un dialogue avec notre proche. Tout à fait. Là, dans les différentes étapes, il y a des points spécifiques qu'on peut adresser, que vous constatez
qui sont particulièrement... on en a parlé, je pense, un petit peu au fur et à mesure, mais les frustrations que ça vient amener chez les proches, les conseils qu'on peut donner par rapport à ça. Le plus grand avantage que le proche pourrait avoir, c'est de comprendre la maladie. Puis je pense qu'ANEB est un... Mais c'est correct S'informer. qu'on se répète. C'est vraiment, ça revient S'informer. toujours à s'informer. Oui. Donc, s'informer, c'est la première chose, parce que plus on a de connaissances, plus on est capable de se rassurer Oui. aussi. Puis moins on a de risque de transmettre nos inquiétudes à notre proche ou avoir une attitude qui pourrait être blâmante. Tu sais, les personnes qui ont un trouble alimentaire ont une grande vulnérabilité à se sentir jugées, Oui. ont une grande vulnérabilité aussi à se sentir invalidées. Donc, je pense qu'il faut être capable de se rassurer d'abord soi-même, puis de prendre soin de soi-même comme proche aussi. Tu sais, je pense que ça, c'est super important. Puis c'est intéressant parce que à l'hôpital où je travaille, on fait des groupes de famille. Puis souvent, on prépare ça, tu sais, avec les personnes. Puis souvent, ce qui revient, c'est les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire, ils disent souvent, j'aimerais ça que mes proches sachent qu'il faut qu'ils prennent soin d'eux. Oui, parce qu'ils s'inquiètent. Ils savent que la maladie a un impact sur tous les proches. La personne qui est malade le sait, puis ça la fait sentir coupable souvent. On va parler de la culpabilité. Donc, de savoir que le proche s'occupe d'eux, bien, ça leur fait du bien aussi, j'imagine. Ça enlève la culpabilité. Puis eux autres, ils ne veulent pas faire souffrir leurs proches par la maladie, là, je pense. Tout à fait. Puis je dirais que aussi, s'ils s'occupent d'eux, ben, il y a moins de risques qu'ils sentent, qu'ils s'épuisent ou qu'ils s'épuisent avec la maladie puis qu'ils abandonnent. Parce que le plus gros drame, c'est ça. C'est drame. On peut comprendre que ça puisse arriver, mais la plus grande ressource qu'une personne avec un trouble alimentaire possède, c'est son entourage, c'est sa famille. C'est le dialogue qu'il peut avoir. Tu sais, des thérapeutes, des intervenants, on peut en trouver, puis de très bons. Là. Mais ça peut changer. Un proche, c'est une ressource très importante qui nous connaît, qui peut nous aider à changer nos idées, à nous maintenir dans la réalité, hein, nous rappeler qui on est avant la trouble alimentaire, qui peut nous aimer, nous encourager, nous soutenir. Donc, et prendre soin de soi comme proche, c'est aussi éviter de s'épuiser, de rester là pour la personne. Est-ce que malheureusement, pour X raisons, ça arrive quand même, vous le voyez, j'imagine qu'il y a des proches qui, des fois, sont eux-mêmes dans des très grandes vulnérabilités ou dans des milieux qui sont moins soutenants, se retirent ou s'abandonnent. Comme tu dis, ça doit être un très grand drame aussi. Là, Oui, je pense que comme proche, des fois, on peut se sentir tellement impuissant qu'on peut avoir envie de décrocher, tu sais. C'est humain, de laisser aller, de dire j'abandonne. De toute façon, mon soutien n'est pas aidant. Puis ça aussi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, d'important à dire, c'est que, tu sais, même si notre soutien, il n'y a pas un effet immédiat, il est là. Mm-hmm. Et donc, même s'il ne produit pas un résultat tout de suite, il compte. Parce que la maladie, finalement, j'ai plein d'idées. Mais ce qui est important pour les proches, c'est de savoir que ce n'est pas une maladie qui se guérit du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Et autant pour les adolescentes que les adultes. Puis, c'est correct de le dire parce que malheureusement, comme proche, c'est quelque chose qu'on ne veut pas croire au début. Tu ne veux pas te faire dire que ça va prendre du temps. Tout à fait. Je parle en connaissance de cause. Oui. Tu te dis non, moi, ça ne sera pas pareil. Exact. Moi, mon enfant ou mon proche, 6 mois, c'est fini, max. Oui. Quand tu vois les statistiques que ça se compte en nombre d'années, puis on le souhaite, mais si tu es capable de gérer cette attente-là, je pense que comme proche, tu te protèges aussi beaucoup. C'est correct que tu le mentionnes parce que ça évite beaucoup de souffrance. Je pense de réaliser que cette maladie-là, ça ne se compte pas rarement en nombre de mois. Exact. Plus en nombre d'années. Exact. Bien, ça nous évite d'être trop frustrés. Oui, puis la colère et la peine la aussi. Colère, la peine, de se sentir pas à la hauteur aussi. Oui, que tu as failli à la tâche. J'ai failli à la tâche, j'ai pas été capable d'être suffisamment soutenant, toutes sortes de choses, mais
Je pense qu'il faut essayer d'éviter ça le plus possible pour effectivement toujours rester présent. Mais rester présent, ça ne veut pas forcément dire non plus rester présent n'importe comment. Tu sais. On peut avoir comme proche des limites. Puis il Oui, faut les faut les, respecter. faut les Il respecter. faut les respecter, ces limites-là. Puis ça peut vouloir dire que je parlais avec mon enfant ou ma conjointe, puis mettre des limites, ou exprimer mes propres limites en tant que personne. Puis on peut négocier un espace. Hein, Oui, est-ce que nous, on se ressource aussi comme proche? Exactement. Vers quel professionnel est-ce qu'un proche peut se tourner, justement? Parce que on le sait, la base, je pense, ça commence par s'informer. Ça nous aide aussi à se sentir moins impuissant. On prend une forme de contrôle quand on s'informe. Mais si on a besoin de se tourner vers des professionnels, c'est souvent, on ne le sait pas vers où. Ça serait où? Vous recommanderiez? Mais c'est sûr. Mais il faut que ça vienne de toi. Donc, ANEB demeure une ressource de première ligne. On le rappelle, texto, clavardage, ligne téléphonique, les groupes de soutien fermés et ouverts pour la personne atteinte et pour les proches. Est-ce qu'il y a d'autres ressources? Si la personne, j'imagine, on s'inquiète pour sa vie, c'est sûr qu'il faut tout de suite se tourner vers l'hôpital. Absolument. Dans le fond, ta question, c'est-tu pour les proches ou pour les... Mais même, moi, je suis une proche, là, puis je m'inquiète. Ouais. OK, deux choses, tu as raison. Oui. Tu as raison, j'ai une double question là-dedans. Oui. D'abord, peut-être le proche qui s'inquiète pour la personne, mais même pour les proches, nous, qu'est-ce que vous suggérez? Il y a ANEB qui soutient les proches, mais vers quel autre professionnel comme moi, comme proche, je pourrais me tourner si je cherche du soutien? Mm-hmm. Bien, on peut se tourner vers... Les psychologues. Je vais mettre l'emphase sur ANEB parce que ça, pourquoi je fais ça, c'est que souvent, on a du temps d'attente, malheureusement, hein, dans notre système public, même pour consulter, par exemple, un thérapeute. On sait que les places sont rares et tout ça. Donc, ANEB, c'est un service qui est disponible, qui est accessible, où l'attente n'est pas... Il n'y a pas de temps. Donc, c'est pas rester avec notre souffrance, puis tout de suite, on fait une première étape, puis on va chercher l'aide. Absolument. Si c'est notre proche qui est affecté, là, souvent, puis là, on s'inquiète vraiment, mais on ne sait pas, peut-être parler des différents comme traitements, puis les avenues d'hospitalisation, parce que souvent, les proches, là, la maladie est plus avancée, c'est comme une patate chaude, même. Tu es inquiet, mais tu ne sais pas vers où te tourner. Puis là, on parle d'un service qui dépasse la première ligne. Donc, ANEB, on se peut se tourner pour nous soutenir. Pour nous soutenir, soutenir notre proche. Mais là, on est rendu, guider. malheureusement, à l'autre étape. Ouais. Toi, que tu as travaillé à Sainte-Justine et tu es au Douglas, c'est qu'est-ce que... Bien, première étape, je dirais, c'est le médecin de famille. C'est lui qui va être capable de faire les bilans nécessaires, poser peut-être le avec un bilan sanguin, il va regarder pour la... fait, s'assurer que la condition médicale, tout ça. Et lui va faire les références. Si c'est une adolescente, il va référer vers le milieu pédiatrique. Sainte-Justine en est un bon exemple. Ou c'est référer vers le milieu adulte. Douglas en est un bon exemple. Il peut aussi maintenant référer aussi vers des cliniques privées. Il y a des cliniques privées qui offrent d'excellents services aussi. Il y a certains CLSC maintenant qui sont formés C'est vrai, ça. par le Douglas, donc par le programme de transfert de connaissances. Donc, plusieurs CLSC à travers le Québec sont formés aussi pour recevoir adéquatement des personnes qui ont un trouble alimentaire. Donc, ce serait vraiment les avis. On part avec notre médecin de famille. Puis peux-tu, juste pour démystifier, comment ça se passe? Le médecin de famille, là, on sait il y a du suivi en externe qu'on appelle et en interne. Ça, c'est la sévérité qui vient déterminer souvent, tu vas être suivi comment. Comment ça se passe, l'hôpital de jour? C'est quoi les différents cheminements? Puis peut-être on peut juste faire comme, mettons, à Sainte-Justine, comment ça se passe pour les enfants, les enfants adolescents, puis comment ça se passe au Douglas aux adultes. Ça va aider pour les proches qui, souvent, c'est des questions qui se posent puis ne savent pas. Le médecin si on commence par Sainte-Justine, le médecin va référer. C'est sûr que ça fait un petit bout que je n'y suis plus, mais disons, le médecin va faire une référence à Sainte-Justine. La demande va être traitée là, par la personne qui reçoit la demande. Il va y avoir un appel, certainement, par l'infirmière ou la personne qui va traiter la rentrée des demandes. Et ensuite, c'est sûr qu'il peut y avoir un temps d'attente, mais il va y avoir un contact de fait donc avec la famille, l'adolescente, pour les recevoir et faire une évaluation. Souvent, c'est l'infirmière, le médecin qui font cette évaluation-là et qui déterminent le traitement. À Sainte-Justine,
il peut y avoir du suivi en clinique externe, il peut y avoir du suivi en hospitalisation. Et enfin, c'est là où ça fait trop longtemps que j'y suis plus, mais ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est qu'il va y avoir une équipe composée de médecins et infirmières qui vont recevoir le jeune et ses parents pour évaluer la situation et offrir le service approprié, que ce soit en clinique externe ou en hospitalisation. C'est ça, selon le besoin. Le besoin, l'inquiétude, la gravité, c'est toutes des choses qui vont être prises en considération. J'ai une Josée question Champagne. pour Sainte-Justine. Est-ce que tu dois obligatoirement avoir une référence d'un médecin? J'aimerais pouvoir te répondre avec certitude, mais... Je vais valider. Sinon, d'après moi, tu dois peut-être te présenter souvent comme ça passe par les urgences. Puis c'est sûr que pour les proches qui nous écoutent, s'il y a une inquiétude, moi, je suis pas médecin, puis je suis pas intervenante. Mais une chose que comme j'aimerais partager, c'est que ne vous fiez pas aux apparences physiques. Le proche ou le jeune peut être en très grande dénutrition sans afficher un sous-poids, entre autres, pour l'anorexie, ou quelqu'un pourrait avoir des vomissements. Vous le verrez pas que la personne va pas bien, mais elle peut avoir des vraiment problèmes physiques qui peuvent pas attendre. Donc, quand votre petite voix vous dit vous êtes inquiète, moi, attendez pas puis allez consulter. Moi, ça serait mon conseil que je donnerais aux proches parce que des fois, tu es surpris. La personne, s'il y a eu une restriction calorique rapide, il peut avoir des conséquences physiques, même si la personne n'affiche pas. Tu l'entends des fois, mais elle n'était pas maigre. Mais on ne le sait pas comme proche que le pouls peut être affecté ou qu'il y avait des vomissements. Puis aussi, il peut y avoir d'autres problèmes. Tu ne les vois pas. Fait il ne faut pas prendre de chance. Est-ce que j'ai raison de dire ça? Oui, puis je pense que c'est ce qui fait que... Enfin, j'ai envie de vous dire, je pense que la première étape, c'est de consulter un médecin. C'est ça, consulter un médecin pour cette raison-là. Puis, tu amènes un bon point par rapport au poids. Le trouble alimentaire, c'est tellement une maladie mentale. Oui. Puis souvent, même les personnes qui en souffrent ont cette réflexion-là de « je suis pas assez malade, je suis pas assez amaigrie, je suis pas assez... » Puis le trouble alimentaire, ça se passe beaucoup dans notre tête. Puis la détresse est tout aussi importante, peu importe le poids. Donc, ça, c'est une chose que je voulais mentionner. Mais tu as raison de dire, on le sait pas, puis vaut mieux pas prendre de chance, puis de consulter. Donc, si on est une adolescente, on consulte, on voit. Puis s'il y a matière à être inquiet, on va être référé. Puis les personnes qui ont la responsabilité de coordonner les nouvelles demandes vont pouvoir nous appeler, nous donner rendez-vous, puis évaluer la situation, sa sévérité, puis offrir le traitement approprié. Comme je disais tout à l'heure, on va certainement probablement référer à une approche plus familiale, puis tenir compte de cette ressource-là que l'adolescent possède, c'est-à-dire sa famille, pour l'aider à normaliser ses comportements. Donc, ça, c'est auprès des enfants, la famille est impliquée. Puis comment ça se passe du côté du Douglas, plus aux adultes? On doit mentionner aussi que le Douglas traite aussi du côté adolescent. Mais là, on a parlé quand même adolescent. Du côté adulte, puis toi, c'est là que tu es intervenante en ce moment. Oui. Comment ça se passe? Comment ça se passe, c'est que le médecin va référer à nous, à nouveau. Donc, il va référer à nous, on va recevoir la demande. Puis la première étape, c'est que la personne va recevoir un questionnaire qu'elle va devoir compléter pour nous donner des éléments clés de sa situation. Puis ça va nous permettre, nous, de bien situer sa demande sur notre liste d'attente, parce qu'évidemment, il y a une liste d'attente. Oui, il faut le mentionner, c'est que voulez-vous, c'est la réalité aussi, puis le reflet de l'augmentation de la demande dans les troubles alimentaires. Malheureusement, ça augmente sans cesse dans les dernières années. Mm-hmm. Puis, on n'a pas été capable de faire suivre, même si on essaie d'augmenter les services pour toutes les raisons qu'on connaît là, du système médical québécois actuel. On est limité quand même dans les ressources par rapport aux demandes. Donc, une fois que cette personne est sur notre liste d'attente, ensuite, quand il va venir un temps, on va l'appeler pour faire une évaluation. Ça commence par une évaluation psychosociale. On fait cette évaluation-là et ensuite, en équipe, on détermine le niveau. Enfin, on discute de si effectivement nos services sont appropriés pour la demande qui est formulée. J'imagine que ça peut être il y a peut-être un trouble de santé mentale autre. Ça pourrait. Ça pourrait être quelque chose comme ça? Ça pourrait. En effet, je dirais que la plupart du temps, les demandes sont appropriées pour nos services. Là. Mais c'est quand même une discussion qu'on prend en équipe.
Puis ensuite, on va offrir des soins. Puis là, c'est peut-être là où c'est un peu différent, c'est qu'on va tenir compte du fait que c'est un adulte, puis on va déterminer avec cette personne-là les soins qu'il veut recevoir. On essaie de mettre la personne quand même au centre de la décision. Parce que Tout à c'est fait. sûr que j'imagine que ça, si la personne est participative puis d'emblée, elle accepte, ça va donner des meilleurs résultats. Hein, c'est plus facile que de la forcer. Exactement, exactement. Donc, ils auraient accès... Enfin, puis on peut penser, nous, que cette personne-là aurait besoin finalement d'un service comme le programme de jour, mais cette personne-là ne se sent pas nécessairement prête. Bien, il va commencer par la clinique externe, puis on va travailler avec... Pour l'amener. Puis le programme de jour, c'est quoi? Puis le programme, puis l'hospitalisation, c'est l'hospitalisation est réservée aux cas les plus graves, je pense. C'est ce que j'ai... C'est vrai? Bien, enfin, on pourrait dire c'est réservé aux gens qui, finalement, ont besoin de ce niveau d'intensité de soins-là. Je dirais que quand on a un trouble alimentaire, probablement qu'à toutes les... tout le monde a une situation qui est assez... où ils vivent beaucoup, beaucoup de détresse. J'amène la nuance parce que souvent, les personnes même vont dire, ben, je ne suis pas assez malade pour être Oui, les là. personnes de troubles alimentaires se voient rarement assez malades pour Exact, exact. Fait que moi, je dirais, l'hospitalisation est réservée pour les personnes qui ont besoin de ce niveau de soins-là, peut-être parce qu'ils ont des situations, une situation médicale qui Oui. suppose qu'on a besoin de plus d'encadrement. À l'hôpital Douglas, on a 3 niveaux de soins, donc la clinique externe. À la clinique externe, on peut voir un thérapeute, avoir accès à de la thérapie de groupe. En fait, les deux services viennent ensemble, donc c'est une combinaison de suivi individuel avec un thérapeute et thérapie de groupe. Dans ce niveau de soins-là, on a aussi accès au psychiatre. Et lorsque c'est nécessaire, je précise, parce que des fois, on n'en a pas de besoin. Puis aussi à la nutritionniste au besoin. Donc, si il y a une équipe multidisciplinaire qui est là. Absolument. Ça, c'est en clinique externe. La clinique de jour, comment ça se passe? Programme de jour, ben là, on augmente un petit peu le niveau d'intensité. Fait qu'on dit, ben, peut-être que la clinique externe ne répond pas nécessairement à mes besoins. On va aller vers le programme de jour. Donc, le programme de jour, c'est un endroit où les gens vont venir du mardi au vendredi de 9h30 à 3h30. Et là, la journée est vraiment centrée autour de thérapie, d'exposition alimentaire. Donc, les thérapies changent, l'approche, pas l'approche, mais les ateliers de thérapie vont être différentes là, de jour en jour. Et là, il y a un encadrement. Tout à fait. C'est vraiment pour, j'imagine, essayer de normaliser les repas ou justement les exposer, comme tu disais. Exactement. Puis travailler sur les fonctions du trouble, la fonction des comportements. Donc, il y a vraiment des ateliers différents de jour en jour. Et on va manger ensemble. Donc, il y a vraiment de l'exposition alimentaire. On va non seulement manger ensemble, on va préparer les repas ensemble. Donc, on a une cuisine. C'est ça que ça permet de faire. Tout à fait. Puis, on va cuisiner ensemble, préparer les repas et puis partager sur ce repas-là après, comment ça s'est passé. Donc, faire un retour. Qu'est-ce que vous suggéreriez aux proches qui nous écoutent, comme quand les gens... C'est quoi le rôle des proches quand notre être est mis dans les plans de traitement? Là? Nous, on est à côté de ça. Là, je parle pour les adultes parce que comme parents, je comprends bien, on va être quand même mis... il y a une partie du contrôle où est-ce qu'on va... pour la préparation des repas, etc., qui va nous être remis, va être encadré. Mais si on a un jeune adulte dans notre entourage, ça serait quoi notre rôle? Oui. C'est un peu plus difficile, c'est délicat aussi parce qu'on est tenu. Un adulte peut choisir de garder son traitement confidentiel, puis on est un peu tenu par ça, mais je vous dirais, tu sais, exprimer votre désir à votre proche de faire partie ou enfin d'être impliqué. Laissez-les savoir que pour vous, c'est important d'avoir une certaine implication ou de faire partie de ça. Nous, à l'hôpital Douglas, par exemple, si le client adulte souhaite que son proche soit là, puis proche, ça veut dire sœur, frère, mère, père, ami, conjoint, ami, on est toujours ouvert à faire ces rencontres-là et on les fait régulièrement. Donc, si l'adulte accepte qu'il y ait cette présence-là, que leurs proches viennent faire des rencontres avec leur thérapeute, c'est toujours très favorable parce qu'à ce moment-là, ben, le proche peut mieux comprendre, mieux intervenir, adapter, puis adresser aussi peut-être les enjeux qui se passent entre le proche et
Ils sont Puis la personne qui est malade, qui accepte ça aussi, je trouve que c'est quelque chose de très positif. C'est comme se dire, regarde, je suis prête à élargir mon équipe d'aide. Donc, c'est le fun qu'elle embarque, à permettre d'ouvrir son cercle et de dire, je veux que mes proches participent. Tout à fait. Josée, Bien, on parlait d'équipe, hein? oui, On parlait d'équipe, puis que le proche devient un allié dans l'accompagnement du rétablissement et dans le traitement de la personne. Je trouve que c'est tellement important. Puis tantôt, on parlait de limites, puis les proches ne sont pas des intervenants. non, ne c'est sont vrai, pas les il faut le thérapeutes. ramener. Oui. Très, très bon point. Ben, c'est vraiment excellent, ça, de se souvenir de ça. Hein, le proche n'est pas le thérapeute. Enfin, puis il n'est pas remplaçable non plus. Non. Donc, Non, ça, ce que vous amenez, toi aussi. Donc, Exactement. prenez soin de vous parce que vous l'avez entendu, là, c'est pas thérapeute puis pas remplaçable, alors on a besoin. Je rappelle, c'est ça, vous êtes donc, il y a des équipes multidisciplinaires qui ont accès. Si jamais vous n'avez pas accès à des attentes, il y a quand même des cliniques privées. On sait que ça vient avec des sous, mais il faut quand même mentionner qu'il y a des... Tu sais, toi, tu es au Douglas, mais je pense qu'une journée par semaine, tu es en clinique privée aussi. Oui. Donc, il y a des gens très compétents aussi qui sont en clinique privée. Puis des fois, ben malheureusement, heureusement, on se tourne vers ça, puis ça peut nous aider aussi. Fait qu'il y a plusieurs, juste, le but, c'est pas de favoriser un ou l'autre, on veut juste mentionner les différentes aides possibles qui existent pour les gens qui nous écoutent. Je vais juste revenir peut-être, pour le mot de la fin, sur les différents points qu'on a parlé pour que, en résumé, la maladie et le rétablissement ne sont pas linéaires. Non. Ça, c'est ce qu'on comprend. Puis c'est sûr que quand on l'accepte ou on le comprend comme proche, ça va nous aider à accompagner notre être aimé. Josée, Champagne, t'es bonne, toujours le message d'espoir, c'est possible de s'en sortir. Puis je pense qu'en tant que proche, il faut s'accrocher à ça. Oui. L'espoir, c'est tellement important que c'est pas... malheureusement, il y en a qui s'en sortent pas. C'est pas la majorité, mais je pense que c'est important de garder l'espoir. L'espoir. Josée, toi, je sais que tu m'as déjà mentionné, Josée Sarravo, tu as vu des gens que, même après plusieurs années dans la maladie, s'en sont sortis. Absolument, absolument. Puis, justement, parce que je l'ai vu, puis je peux vous dire que ça existe. Puis même après donc de nombreuses années. Donc, je suis tellement d'accord avec Josée, c'est de garder l'espoir, puis de continuer à être là. Je pense qu'on ne peut pas le dire assez. C'est continuer à être là, continuer à supporter, puis savoir que tout le monde peut s'en sortir, même après de nombreuses années dans la maladie. Parce que ça, c'est vrai, il y a des gens qui nous abordent des fois et disent « On ne s'en sort pas de cette maladie-là. » C'est faux, ça fait partie des fausses croyances qu'on veut remettre. Je trouve que c'est important que tu dises ça. J'ai tendance à penser, moi, que tout le monde peut s'en sortir, honnêtement. Mais en tout cas, nous, chez ANEB, on a des gens qui s'impliquent avec nous pour qui ont vécu la maladie, puis sont complètement sortis de ça. Ça fait partie de leur pensée. Là. Puis les autres, ils veulent redonner justement ce message d'espoir-là. Ils veulent être... même s'ils étaient totalement dans la noirceur à un moment donné dans leur vie, c'est plus ça. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils sont ailleurs. Ils veulent redonner ce message d'espoir-là. Donc, nous, notre philosophie, c'est que c'est possible de s'en sortir. Donc, on remet les pendules à l'heure pour les fausses croyances. C'est possible de s'en sortir. Ça peut être long. On l'a mentionné, mais il faut cultiver la patience, célébrer les petites victoires. C'est pas toujours visible, mais une brique à la fois, la personne est en train quand même de cheminer. Il y a des ressources, il y a de l'aide, il y a du soutien pour les proches. C'est sûr que de voir une personne qu'on aime souffrir, c'est souffrant pour les proches aussi. Alors, il ne faut pas s'oublier là-dedans parce que ça peut être facile de le faire aussi. Josée Sarravo, tout le long de notre rencontre, j'ai senti toute ta douceur et ta bienveillance. Alors, merci beaucoup. C'était réconfortant. J'espère que vous entendez notre message de bienveillance. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, puis on vous dit à très bientôt. Le but de ce balado est d'apporter de l'aide et de l'information aux proches d'une personne qui souffre d'un trouble alimentaire. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas à souffrir en silence. Pour de l'aide additionnelle, ANEB offre une ligne d'écoute, du service de clavardage, de texto, ainsi que des groupes qui sont spécifiquement conçus pour les proches. Pour plus d'informations, visitez anebquebec.com. Ce balado a été produit et réalisé par Sophia Zito Productions.